Bonjour à tous et bienvenue sur l'Annuelle américaine, l'émission qui vous parle de tous les sports US. Autour de moi, un plateau bien rempli avec Naël. Comment ça va, Naël? Ça va super et toi? Tu vas nous parler de NFL comme d'habitude. Nolan et Camille, NHL et NBA. C'est ça. Ça va, les gars? Ça va Très très bien. bien. Alors, je Ravi suis d'être désolé, là. j'ai dû mettre un pull, mais je suis malade, j'ai froid. Je Ouais. sais que ça fait. Bah, Ça j'ai passe, fait pareil, j'ai fait de même. ça passe pas très bien à l'écran, mais pas le choix. C'est pas grave. Et Nils, invité, et tu vas nous parler de baseball. De baseball, c'est ça, les World Series plus précisément. Qui lui est bien sapé. T'es d'ailleurs. content d'être là Merci. quand même? Très content. Très content. Pour une première, non, c'est très bien, c'est cool. Voilà. Ok, Très content. on va écouter vos 4 chroniques, après on va passer au quiz et au qui suis-je, et c'est un joueur NFL aujourd'hui, donc j'espère que vous allez le trouver. On va commencer tout de suite avec toi, Nolan. Tu vas nous parler du début de saison de NBA. Ouais, c'est ça. Alors, on va commencer avec une petite devinette. Si je vous dis 4 et 6, qu'est-ce que ces deux chiffres représentent pour vous sur ce début de saison NBA? Au Wow, hasard, Dis-nous. les 4 Alors. perfs à 50 points du début de saison. Voilà, le 4, c'est le nombre de joueurs qui ont tapé la barre des 50 points depuis le début de la saison. Donc, on a SGA, Aaron Gordon, Austin Reeves et Lauri Markkanen. Et 6, c'est le nombre d'overtime qu'on a eu depuis le début de la saison. Et d'ailleurs, sur les 6, un fait assez intéressant, c'est qu'il y a 4 rencontres qui étaient 100% conférence Ouest. Donc voilà, quand on parle de la densité de l'Ouest, je pense que c'est pas galvaudé, hein, on peut le dire. Et d'ailleurs, donc, on peut parler d'un début de saison très excitant. Et je ne sais pas si vous avez vu, les joueurs de la semaine sont tombés. Et quand on parle de début de saison excitant, je pense que ça se pose là. Pour l'Est, Giannis Antetokounmpo, donc accrochez-vous bien, 36 points de moyenne, 16 rebonds, 7 passes décisives de moyenne. Des statistiques monstrueuses. c'est une pour folie. ouais, c'est phénoménal. C'est le Shaq des temps modernes, franchement. ça. Je pense qu'il ne faut plus avoir peur de le dire. Et pour l'Ouest, petite fierté française, Victor Wembanyama est élu joueur de la semaine pour la deuxième fois de sa carrière. 33 points de moyenne, 13 rebonds, 6 passes décisives de moyenne, 3 matchs, 3 victoires. Donc voilà, ça me mène à mon premier sujet. Oui, Et il est presque à 4 comptes de moyenne aussi. Hein. presque à 4 Ouais, ça, c'est contre comme de d'hab pour moyenne. lui. Ouais. Bon, il a tapé 6 contre, je crois, il n'y a pas si longtemps que Et ça. 9 contre aussi Ouais. contre les Pelicans. Donc voilà, on Ouais. est vraiment sur des moyennes complètement hallucinantes. Et ça me mène justement à mon premier sujet, les Spurs. Ça me mène à mon premier sujet, les Spurs. Aujourd'hui, ils sont à 4 victoires pour 0 défaite. La hype commence donc logiquement à s'envoler. Notre alien national est sur un début de saison absolument phénoménal. Stéphane Castle répond présent, Dylan Harper également. Mais on commence à voir des trucs sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. Là, il faut qu'on en parle. Comment on peut maintenir que Victor Wembanyama va être MVP après 4 matchs? Comment on peut maintenir que les Spurs vont aller en playoff après 4 matchs? Juste, j'ai une petite question d'introspection. Pensez juste à toutes les équipes de la conférence Ouest qui peuvent aller en playoff. Je ne dis pas qu'ils vont aller en playoff, mais qui sont capables d'y aller. Il a 11 au moins. Voilà, c'est absolument considérable. Donc, une équipe aussi peu expérimentée que les Spurs, on n'a aucune garantie là-dessus en fait. Après, on peut s'emballer. Il est français, il est joueur de la semaine. On Voilà, peut dire. c'est aussi ce qui explique l'emballement. C'est le fait que ce soit un on Français. peut rêver Mais aussi. voilà, c'est Tellement pas de très rivalité objectif. aussi. C'est pas Non, très c'est sûr, objectif c'est comme sûr. le dit Camille. Donc voilà, ça c'était pour le petit coup de gueule parce qu'il y a quand même quelque chose que j'aimerais préciser, c'est qu'il y en a un qui est pas là, c'est D'Aaron Fox et il n'a pas été recruté pour porter les gourdes, je pense. Mhm. C'est quand même un All-Star qui marque 25 points par match. Au bout d'un moment, on sait que quand il sera disponible, il va revenir, Oui. c'est évident. Sauf que la dynamique, elle est tellement bonne actuellement qu'on se dit que ça pourrait peut-être faire tout dérailler. Et en plus, les automatismes avec Victor Wembanyama n'ont pas trop eu le temps de se développer, puisque la saison dernière, ils ont eu que très peu de matchs ensemble. 4-5 matchs, après, c'est blessé. 4 à 5 matchs, ouais. Donc c'est que très peu. Ce sera peut-être tout un travail à refaire pour les Spurs. Et puis après, il faut quand même qu'on parle de la faiblesse des oppositions qu'ils ont eues. Ils ont rencontré Dallas, New Orleans, Brooklyn et Toronto. Bon, on est loin d'être sur des statement wins, comme on dit. Oui, c'est sûr. Néanmoins, le positif dans tout ça, parce qu'il y en a quand même, c'est que ce genre de match, qui était prenable pour les Spurs déjà la saison dernière ou la saison d'avant, ils ne les gagnaient pas. Souvent, ils avaient des avances considérables en plein milieu du match et ils dilapidaient tout à la fin. Là, pour le coup, quand ils ont une victoire, ils la gardent. Bon, ils sont allés en prolongation contre New Orleans, mais de manière générale, quand ils sécurisent une victoire, c'est pour de bon. 4 victoires, 0 défaite. Donc voilà, c'est aussi comme ça qu'on valide des progrès, qu'on engrange de la confiance. On le sait, le sport, c'est aussi une question de dynamique. C'est ça. Et dans ce début de saison, quelles équipes t'ont déçu? Parce que là, on parle des Spurs, super début de saison, mais quelle équipe t'a déçu? On va se diriger vers la conférence Est. Il y a quand même 2 équipes qui étaient censées bondir au classement de cette conférence et qui ne le font pas. C'est Atlanta et Orlando.
Pour Atlanta, c'est quand même un petit peu étonnant de voir un technicien comme Quinn Snyder galérer à faire gagner cette équipe. En plus, ils ont fait un recrutement cet été assez intéressant. Nickel Alexander-Walker, Kristaps Porzingis. C'est quand même un effectif de qualité qu'ils ont maintenant. Et ça marche toujours pas. Alors bon, c'est que 4 matchs. Oui, Ils ont le temps de redresser la barre. La saison dernière, ça jouait très bien. Ils ont raté les ils ont eu un mauvais classement, mais ça s'est joué à pas grand chose. Je pense à une blessure de Jalen Johnson Oui, c'est près. ça. Et on pouvait parler de très bonnes Il s'est saisons blessé pour assez les tôt en Hawks. plus. Enfin, il est resté Oui. Voilà. 2-3 mois. Ouais. Donc voilà, il y a encore des motifs d'espoir pour Atlanta, mais ça commence mal. Et l'autre, c'est Orlando, évidemment. Mais là, je pense qu'il faut quand même être un petit peu réaliste. C'est pas en recrutant un seul bon shooter à 3 points que tout va changer. L'année dernière, c'était une des pires attaques de la ligue. Et là, juste avec l'arrivée de Desmond Bane, on peut pas espérer que tout change. Il faudrait peut-être l'arrivée d'un coordinateur offensif ou un changement de coach. Ce serait malheureux pour Jamal Mosley qui fait du très bon travail, mais on se dit que ça peut arriver avec les investissements qui ont été faits récemment. Et puis même la défense, qui est l'identité d'Orlando, la force de cette équipe. Là, aujourd'hui, c'est que la 18e meilleure défense de la ligue, ils encaissent 119,5 points par match. C'est énorme, oui. Là, vraiment, pour Orlando, il va falloir redresser la barre, sinon ça va pouvoir très vite dérailler. Mais c'est bizarre parce qu'il y avait quand même de l'espoir. Parce que l'an dernier, ils font une belle saison avec beaucoup de blessures. Banchero se blesse, Wagner se blesse. Et là, on s'est dit qu'à 100% et avec les ajouts de l'été, ça aurait pu être bien. Mais bon, là, après, comme tu l'as dit, c'est 4 matchs. Ils sont à 3 défaites pour une victoire. Pareil pour les Hawks. Oui. Est-ce que c'est trop tôt pour porter des jugements ? Peut-être. Ah, mais beaucoup trop Oui. tôt. Que ce soit pour des favoris ou des équipes qui vont mal, c'est beaucoup trop tôt. Le truc, c'est que pour des équipes qui ont des ambitions, on sait très bien que ça va parler, que la pression va s'accentuer. Donc il faut avoir les épaules C'est ça. solides derrière. Ah oui. C'est tout. Après, il vaut mieux 4 matchs d'avance que 4 matchs de retard. Hein. C'est ça. toujours mieux. Maintenant, je me tourne vers toi, Camille. La saison a commencé depuis peu, comme en NBA, un peu avant la NBA. Un peu avant, ouais. Tu vas nous présenter un peu les favoris et les équipes surprises qu'on a eues avec aussi l'info de la semaine. Ouais, c'est ça. Donc, alors, franchement, pour l'instant, on se régale énormément de surprises et j'y viens tout de suite. Donc, certains favoris flop, d'autres équipes font des perfs monstrueuses. Et donc, pour l'instant, vraiment, j'adore ce qui se passe. Pour les vidéos, je me lève tous les matins, je vois les résultats. Franchement, j'ai un plein de surprises. Ça me régale. Donc, pour commencer, les favoris qui déçoivent. On avait pas mal parlé des Oilers la dernière fois. Je sais pas si vous en souvenez. On les voyait tous comme favoris, etc. On avait beaucoup d'attentes, mais étonnamment, ils sont bien bas au classement. Enfin, bien bas, tout est relatif, mais ils sont 9e de la conférence Ouest. Et en fait, ce qui est dérangeant, c'est qu'il n'y a pas vraiment de raison valable parce qu'ils ont les mêmes gros joueurs que l'année dernière, le duo Draisaitl-McDavid toujours. Pas de gros transferts non plus. En fait, c'est juste que les autres équipes ont un peu relevé le niveau et ils ont pas réussi à suivre. Donc forcément, c'est très frustrant pour eux. Après, à l'Est, c'est encore plus décevant. Il y a 2 équipes qui démarrent très très mal, dont une qui est les champions en titre, qui sont Les Panthers. réactifs, j'aime bien. Les Et Florida l'autre, Panthers. c'est les Leafs, pour le coup, donc Toronto. Les Panthers sont 9e, donc c'est pas alarmant non plus. Mais pour des champions en titre, des doubles champions en titre, Oui. ça met quand même une petite gifle. Ils sont trop irréguliers, ils perdent contre des petites équipes. Donc franchement, encore une fois, frustrant, très frustrant pour eux. Par contre, les Leafs, c'est vraiment la cata. Ils étaient 13e encore hier soir. Bon, ils ont gagné un match, ils sont remontés 8e cette nuit. Autant de défaites que de victoires, donc 5 victoires pour 5 défaites. Pourtant, pareil, hein, c'est une grande équipe avec de grandes ambitions, le même effectif que l'année dernière. Ils s'étaient fait éliminer par les Panthers au second tour des playoffs. Donc Et après avoir pas gagné rien. au Game 7, un Game 7 qu'on avait vu Ouais, ensemble, ouais, on l'avait avec vu. des prolongations, Énorme. et Ouais. c'était énorme. Non, franchement, c'était une grosse équipe quand même. Donc après, c'est peut-être un mal pour un bien. Et là, je m'adresse à Sacha qui est sûrement dans le chat parce que lui qui est supporter de Montréal, on sait que Toronto et Montréal, voilà, Ça fait pas sont trop. pas très copains. donc pour Montréal, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Bon, aussi après il y a des bonnes surprises, pas que les favoris. Du coup tu vas nous en parler. Ouais. Donc les bonnes surprises, celles qui font des très bonnes performances. Je pense notamment à Utah, qui ont d'ailleurs changé de nom et de logo. Maintenant, ils s'appellent les Mammouths. Bon, voilà. Vous en pensez ce que vous voulez. Sur le papier, ça fait pas forcément énormément rêver. Il n'y a pas de grosses stars. Et honnêtement, il n'y a aucun gros joueur. Ils sont premiers à l'Ouest. Ils sont sur une série de 5 victoires, je crois. Ils ont connu que 3 fois la défaite, bon, cette nuit notamment. Mais avant ça, ils avaient connu que 2 fois la défaite. Donc franchement, excellent. Et ils s'imposent vraiment en patron, alors qu'on s'y attendait pas du tout. Et justement, en fait, ça nous montre qu'ils avancent en fait en bloc. Ils sont tous soudés. T'as pas une star qui porte l'équipe qui est déjà à 15 points ou quoi.
Ils avancent tous en bloc et je trouve ça beau. Et dans exactement la même dynamique, à l'Est, il y a Pittsburgh, les Penguins. Ils sont descendus 3e cette nuit. Le Canadien est passé devant. Mais encore une fois, que 3 défaites de très bonnes perfs. Alors que eux, on les attendait pas du tout. Ils avaient fini 13e de la conférence l'année dernière. Donc même pas de playoff, rien du tout. Et puis, je me sens aussi obligé d'en parler, les Canadiens de Montréal. C'est sûrement l'équipe que je suis le plus, en partie grâce à notre communauté aussi, qui les supporte principalement. Du coup, très très bon début de saison aussi. Ils sont 2e de conférence, avec un match en plus. Ça joue bien, on les sent beaucoup plus sereins sur la glace, une vraie dynamique et une volonté de faire mieux. On parle quand même historiquement de sûrement la plus grande équipe de tous les temps. Une 37 de titres. C'est ça. Donc, faudrait un moment penser à redorer le blason. Pour cette année, on l'espère. Merci beaucoup Camille, est-ce que tu peux nous donner l'info de la semaine du coup? Et oui, alors depuis mardi matin, il y a un nom qui sort de toutes les bouches et c'est celui de Sidney Crosby. Et maintenant je vous pose la question, est-ce que vous savez pourquoi on parle de Sidney Crosby, qui joue aux Penguins? J'en ai aucune idée. Faut suivre les vidéos des autres. Eh oui, parce qu'il vient tout simplement d'atteindre la barre des 1700 points en carrière. Il rejoint un cercle très très fermé puisqu'il se place désormais 9e dans la liste des joueurs ayant marqué le plus de points dans toute l'histoire. Devant lui, il y a beaucoup d'anciens qu'on n'a pas forcément connus, comme Ron Francis, Mario Lemieux, Wayne Gretzky, pour le coup, qui lui est un peu moins ancien et qui met une vitesse monumentale à tout le monde. Il est à 2857 points, alors que le deuxième est à 1900, je crois. C'est une vitesse phénoménale. Mais voilà, Crosby rentre un peu plus dans la légende. Il lui reste encore 1 ou 2 belles années, je pense, devant lui. Il a 38 ans. Donc il a fait quasi toute sa carrière aux Penguins. En plus, là, s'il peut remporter un petit trophée avec eux, ce serait magnifique. Donc voilà, belle perf pour lui. C'est quand même un énorme exploit actuellement de les jouer encore en carrière. C'est le premier. Même premier dans le classement. Il est devant Ovechkin, de peu, mais il est devant Ovechkin. Donc point plus passe décisif. C'est ça. Un but plus passe D. Du côté de la NHL, vous en pensez quoi? Quelle est la surprise ou alors les favoris qui vous ont déçu? Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est par exemple les Penguins, parce que c'est vrai que comparé à la NBA où il n'y a que 4 matchs, donc c'est vrai que c'est quand même surprenant certaines équipes, mais on peut pas trop se projeter. Ouais, là, il y a sûr. quand même 10 matchs, si je me trompe pas. Ouais, 11 pour certaines, donc, c'est ça. c'est quand même de les voir un peu tenir le pour rythme, l'instant ouais, le c'est rythme. Je trouve ça impressionnant. Donc ouais, surtout les Penguins, je pense. C'est vrai qu'on peut plus s'avancer que sur la NBA pour commencer à faire des constats sur des mauvais débuts de saison comme les Oilers ou après ou les Leafs. ça peut changer très vite. Ah oui, ça va très très vite. Le sport américain, c'est des runs où ils enchaînent 5 matchs et ça va vite. Ça peut se passer, ouais. C'est ça. Tout à fait. Bon, maintenant on va aller sur la NFL et elle nous réserve toujours des montagnes russes entre équipe surprise, grosse déception et franchise en crise. Naël, tu nous résumes tout ça. Et oui, en effet. Alors, donc, on va commencer d'abord par les Indianapolis Colts. Donc, on les attendait discrets et ils dominent littéralement la conférence. Résultat, un bilan exceptionnel de 7 victoires pour une seule défaite. Une première place bien méritée. Et cette réussite, c'est pas du hasard. Indiana, c'est une attaque qui aligne les 30 points comme si c'était la routine. Un coaching aussi agressif et risqué que fructueux. C'est vrai qu'on les voit souvent en quatrième down tenter quand même la passe, le jeu offensif, alors qu'on le sait, il y a très peu d'équipes qui le font. Et surtout, au-dessus de ça, c'est 2 hommes qui tiennent la baraque, Daniel Jones à la passe et Jonathan Taylor surtout au sol. Dimanche encore, Taylor a explosé pour plus de 150 yards, je ne sais pas si on se rend compte, et 2 touchdowns. Et Jones a distribué le jeu sans se précipiter. Il est rien qu'à 2062 yards cette saison, ce qui en fait le 4e meilleur dans cette stat de la saison. C'est quand même assez impressionnant. Le mélange est redoutable, jeu de course qui ouvre les fenêtres, audace offensif au bon moment et une défense qui saisit les opportunités. C'est le portrait titre d'une équipe bien coachée, bien ficelée. Et donc il est évidemment trop tôt pour s'enflammer. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que les Colts ils sont en très bonne voie pour retrouver les playoffs 5 longues années après leur dernière qualification en 2020. Et donc c'est vrai je pense que personne les attendait à ce niveau-là. Et là, meilleur bilan de la ligue. Ouais. Ça fait 3 journées, je crois, qu'ils sont seuls premiers. Là, ils ont enchaîné 4 ou 5 victoires. Là, leur défaite, c'était à la Ils sont à la 3e journée, je crois. Ils sont à la 6e. C'était à la 2e journée, ouais. Donc oui, 6 victoires de suite, c'est impressionnant. Et en plus, il y a certes des petits noms, mais il y a aussi des grosses victoires. Et on a une impression qu'ils sont sereins dans leur jeu. Taylor, il est vraiment vu comme une rockstar à Indiana. Il enchaîne les performances, c'est assez impressionnant. Je pense qu'on ne l'avait jamais vu à ce niveau-là.
On l'avait jamais vu à ce niveau-là. Ouais. Après, Donc, aux États-Unis, on en parle comme un potentiel MVP, mais on connaît très bien la domination du poste de quarterback pour Oui, ce trophée, évidemment. donc on sait que c'est Mahomes, mort. Mais oui, pourtant, Lamar Jackson. il est sur des statistiques de MVP. non, ça c'est sûr. C'est sûr. Et du coup, à l'opposé de ça, il y a New York qui avait très mal commencé sa saison. Enfin, ils n'avaient pas gagné un match ce week-end, ils ont gagné leur premier match. Comment ça va, New York? Et bah à l'opposé, effectivement, les New York Jets, la grosse désillusion, l'effectif, les investissements, le banc, tout laissait à penser qu'ils seraient quand même un petit peu compétitifs. Mhm. À la place, on voit une équipe intermittente, des erreurs de jeunesse et une incapacité à faire une seule passe. Donc leur première victoire, elle est arrivée donc ce week-end lors d'un comeback spectaculaire quand même, parce que voilà, ils menaient 36-14, si je me trompe C'est pas, ça. les Bears, les Browns. Donc c'est une grande bouffée d'air frais ce week-end, mais elle masque mal la profondeur du problème, parce que effectivement il n'y a pas que la passe, le problème c'est évidemment aussi la protection du quarterback, le timing offensif et la constance. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, déception c'est le mot. Et au cœur justement de ce tumulte, c'est Justin Fields, le quarterback des Jets. Donc lors de la défaite difficile contre les Broncos il y a 2 semaines, il avait eu un bilan de yards négatif Ouais, avec on en avait 9 parlé. sacks. Donc c'est quand même assez impressionnant dans le mauvais sens du terme. Et donc suite à cette contre-performance, le propriétaire de la franchise, Woody Johnson, le critique publiquement, le décrit un peu comme le seul problème de l'équipe. Et il a même prononcé que oui, ce serait bien si Justin Fields arrivait à aligner une seule passe. Donc c'est quand même très dur d'entendre ça de son propriétaire. Donc Fields, il a eu un peu ce rôle de colma médiatique. Donc attaque publique, réplique sur le terrain. Mais Justin, il ne voulait pas laisser les critiques finir sa carrière. Donc contre les Bengals, donc c'était les Bengals, il a montré qu'il n'était pas le problème. Et ça, on aime quand la pression vient au sommet du club. Le joueur peut s'effondrer ou se transcender. Fields a choisi la seconde option, au moins pour ce match. On espère pour lui que c'est que le début d'une longue remontée. Vous pensez quoi de l'attitude du propriétaire? Dire ça de son joueur? Pas motivante, hein. Publiquement, c'est horrible de faire ça. Ouais, Publiquement, surtout c'est que- horrible. Oui. Surtout que voilà, c'est toujours ça, c'est le propriétaire, ça crée un énorme fossé entre le club, les Ouais, supporters c'est et clair. le propriétaire, la direction. Pour le mental Donc, des et puis- joueurs aussi. Ah, tu m'étonnes. Et c'est Et puis après, si je décourageant. peux me permettre, peut-être que ton quarterback n'a pas lâché une passe depuis le début de la saison, mais depuis qu'il est à la tête des Jets, c'est-à-dire depuis plus de 20 ans, j'aimerais bien savoir combien de fois ils sont allés en playoff. Je vous laisse regarder, vous me direz. On ne même pas sur le dos de la main. Donc bon. Voilà. Donc C'est ça. voilà, non, après c'est sûr que si tu mettre la faute que sur un seul joueur alors que la faute vient de l'équipe, et en plus voilà, c'est un club qui est, on va pas se mentir, assez mal dirigé en ce moment, donc c'est vrai que c'est assez compliqué. Autre équipe en difficulté, c'est les Ravens depuis la blessure de Lamar Jackson. Et oui, enfin pour finir, les Ravens, enfin victorieuse contre les Bears 30-16. Une soirée de rêve pour Baltimore qui, grâce à la défaite de ses concurrents, remonte à la 3e place de la FC North, à une petite victoire des Bengals. Mais évidemment, c'est trop beau pour que tout se passe bien. Malgré la victoire, tout le monde parle d'autre chose. Le MVP, absent, Lamar Jackson, annoncé guéri de sa blessure mercredi. Tout le monde pensait le voir jouer. Mais en fait, le quarterback ne l'était pas. Or, la NFL oblige la totale transparence quant aux blessures de la part des franchises. Alors la question se pose, est-ce que Lamar Jackson était-il vraiment guéri mercredi? La règle peut paraître futile comme ça, mais pour la ligue elle est vraiment importante en fait, parce que déjà évidemment on veut éviter à tout prix les jeux mentaux, il faut que toutes les équipes peuvent se préparer au vrai effectif, et aussi évidemment il y a cette question des paris sportifs, etc. C'est un enjeu qui est fort pour la NFL, C'est sûr. et forcément si on annonce un joueur qui joue alors qu'il ne joue pas, ça peut être vraiment embêtant pour ces paris-là. Et donc la ligue elle rigole pas du tout, et une enquête est déjà en cours. Alors le joueur lui devait bien retrouver les terrains vendredi devrait bien retrouver les terrains donc ce vendredi contre les Dolphins. Mais évidemment cette histoire c'est vraiment tout ce que la franchise n'avait pas besoin. D'accord, ils ont gagné, mais bien sûr cette nouvelle va encore créer un écart, voire une méfiance avec les supporters. Et ça va juste ajouter de l'instabilité à une équipe qui manque cruellement d'équilibre. Évidemment, il faudra être attentif au prochain match, en espérant que cette équipe n'influence pas Baltimore, qui est peut-être sur le point d'enfin se relever après une longue Ouais. attente.
On l'espère avec le retour de Lamar Jackson, ça a été annoncé aujourd'hui qu'il revenait officiellement. On espère que c'est vrai cette fois-ci. Et est-ce que vous pensez qu'ils vont réussir à le relever avec le MVP quand même très très bon joueur? Il y a qu'un seul adversaire dans cette division. Je suis peut-être un peu méchant, mais c'est Pittsburgh. Et Pittsburgh, c'est pas non plus insurmontable. Oui. Ouais, Donc bien sûr. il y a un spot à aller chercher pour Baltimore, mais il faut se relever à temps. Les Steelers sont pas non plus Ouais, c'est inarrêtables. C'est une très grosse défense. Et voilà, après on parle beaucoup du MVP parce que c'est le MVP, mais honnêtement, quand on regarde les matchs, son remplaçant, Cooper Rush, il est quand Le même, boulot. il fait largement le boulot. Mhm. Là, son dernier match, il a fait largement le boulot. Bon, aujourd'hui, on a dit qu'on allait vers la MLB parce que il y a les finales, les World Series. C'est un événement suivi par des milliers d'Américains, enfin peut-être même des millions. Il pourrait devenir mythique cette année. C'est vrai, chaque automne, c'est le même rituel en Amérique. Donc, elle s'arrête vraiment pour regarder les World Series. C'est, entre guillemets, la grande finale du baseball. Cette année, elle oppose deux géants, vraiment deux géants du nom du baseball aux États-Unis. Les Los Angeles Dodgers, donc l'équipe mythique, et les Toronto Blue Jays, donc des challengers. Les World Series, elles se composent simplement en 7 matchs, sauf si une équipe arrive à remporter 4 matchs de suite. Donc cela fait 4-0, sinon après voilà. Pour l'instant, 4 matchs se sont déroulés et les deux équipes sont au coude à coude avec une égalité parfaite de partout. Le 5e match se déroulera demain, donc à 1h du matin, heure locale. Moi, j'aimerais juste vous parler du 3e match. Je ne sais pas si vous l'avez suivi un petit peu, regardez les highlights. C'est un match pour moi qui restera gravé dans les mémoires, concrètement, parce que pour tout amateur de baseball, c'est 18 manches, soit l'équivalent de 2 matchs complets. Et au final, le match, il aura duré 6h39. Je ne sais pas si on se rend compte un peu du délire. Le home run de Freddie Freeman, donc, dans la 18e manche, c'est ça qui a permis aux Dodgers de s'imposer 6-5 pour prendre l'avantage 2-1 dans cette série. La franchise donc, californienne a encore besoin de 2 victoires pour défendre victorieusement son titre. Mais ces 6h39 de jeu ne constituent toutefois pas un record de durée pour un match des World Series. Le record avait été établi en 2018 lorsque les Dodgers avaient eu besoin de 7h20 pour venir à bout des Boston ça Red fait Sox. beaucoup. C'est énorme dans le match 3. Faut s'attacher. Faut s'attacher, ouais. Los Angeles s'était toutefois incliné 4-1 donc dans cette finale. C'est un spectacle vraiment qui a fait lever les foules. C'est un vrai show à l'américaine tout simplement. C'est ça. Et on a du mal à imaginer ça de l'autre côté de l'Atlantique. Est-ce que cette ferveur elle va jusqu'en France? Alors en France, honnêtement, le baseball il reste encore un peu timide. C'est vraiment un sport de niche. Pourtant, bon, il a une histoire. Voilà, la Fédération française de baseball et de softball existe depuis 1924 quand même. Et le premier championnat de France a vu le jour dans les années 20. Voilà, ce qui remonte vraiment. Aujourd'hui, on compte environ 12 000 licenciés, ce qui n'est pas énorme dans tout le pays. Mais voilà, c'est peu. C'est une communauté de passionnés structurée autour de clubs emblématiques comme les Rouen Huskies, donc plusieurs fois champions de France et régulièrement présents sur la scène européenne. Voilà, ce sport n'est pas très présent dans notre culture et dans notre paysage sportif. Parce qu'il y a un manque de terrain, voilà, tout simplement. Il y a une faible couverture médiatique et un imaginaire collectif encore très américain. C'est pas vraiment dans notre culture. Mais bon, des tournois internationaux sont organisés. Des jeunes commencent à s'intéresser à ce sport grâce surtout aux jeux vidéo et aux réseaux sociaux. Et c'est vraiment un sport qui progresse lentement, mais sûrement. Et est-ce qu'on pourrait s'inspirer du modèle américain pour progresser aussi? Alors le modèle américain, il a quand même déjà réussi à nous séduire, hein, je pense. Il a séduit quelques sports ici. Il a ramené quelques sports en France, donc notamment le baseball, hein, qui est aujourd'hui très présent dans notre culture sportive. Le volleyball aussi, qui est un sport américain, qui s'est considérablement développé donc chaque année avec les nombreuses victoires de l'équipe de France donc aux Jeux Olympiques et aux Championnats du Monde. Le football américain aussi, il commence de plus en plus à séduire en France. Chaque année, le nombre de licenciés augmente. Et on le sait tous, ce qui vient d'Amérique finit toujours par arriver chez nous, alors pourquoi pas le baseball, hein. C'est vrai, mais est-ce que vous avez entendu parler du match 3 comme il en a parlé au début de sa chronique? Parce que c'était un match unique dans l'histoire et c'est vraiment fou que ça arrive en finale en fait. Oui, après, heureusement que ça arrive en finale Oui, quelque mais part. c'est Le meilleur moment pour Oui. que ça arrive. Mais en tout cas, il y a Shohei Ohtani qui joue avec les Dodgers. Là, il y a 2-2 dans la série. C'est un match tous les jours en baseball, donc il y a 120 matchs par saison régulière, donc c'est beaucoup de matchs. C'est très très long. Et donc là, il y a 2-2. Vous pensez Los Angeles, Toronto, un pari? Les Dodgers, moi. Ouais, moi aussi. Ouais, Dodgers, je suis pas un gros suiveur, mais Je Dodgers. pense que ils vont défendre leur titre. Blue Jays, C'est ça. Vraiment, c'est beau qu'ils soient arrivés jusqu'ici, mais les Dodgers, pour moi, je le vois dans leur jeu, dans tout, techniquement, ils sont beaucoup plus forts. Voilà, C'est les champions en titre, quoi. Ils ont le meilleur joueur du monde. Donc, Voilà, ils ont le meilleur joueur du monde, tout simplement. Ils
vont le faire. Je sais pas, voilà, l'année dernière, je sais pas ce qui a un petit peu pêché. J'ai pas trop suivi le match. J'ai regardé surtout les highlights, mais pour moi, les Dodgers, ils vont reprendre le dessus quoi qu'il arrive. Bon, on suivra ça dans les prochains jours. Je me permets, Léo, cache ton quiz si tu veux pas que je triche. Parce que je vois tout. Ok, du coup, Il a déjà tout comme, compris. comme- Parfait. comme- Toutes tes réponses. comme l'a dit Camille, on va passer au quiz. On va commencer par la question NBA. La semaine dernière, Victor Wembanyama a planté 40 points contre Dallas en match d'ouverture. Et c'était la combienième fois de sa carrière qu'il a atteint cette marque ou dépassé cette marque. 4. 4. 3. Moi, j'ai dit Moi, j'allais dire 3, ouais. Naël est le plus proche, c'était 5. C'est la 5e fois de sa carrière. L'an dernier, il avait déjà fait 4 fois et il avait même une fois atteint les 50 points contre les Wizards. Donc un point pour Naël. Bravo Naël sur la question NBA. On t'attendait pas. Nolan qui descend encore. Encore Nolan qui prend un coup. Pour la NHL, tu l'as dit Camille, Sidney Crosby a atteint les 1700 points en carrière. Il est 9e au classement all-time et premier des joueurs actifs, qui est 2e. Ovechkin. Ovechkin, on le valide. Bah oui. Moi, je valide Ok. pas. On le valide. Camille qui déçoit. Naël qui a 2 Ouais, points. je l'aurais eu, mais il a été vif. Du coup, Ovechkin, il a 1630 points Ouais. avec les 899 buts. J'ai dit tout à l'heure, en plus. Il a dit tout à l'heure. Ah ouais, mais C'est écoute son ta record chronique. qu'il a battu l'an dernier, je veux dire. En tête de la ligue en NFL, on retrouve les Colts, comme tu l'as dit, Naël. Ils ont un bilan de 7 victoires pour une défaite, mais contre qui ont-ils perdu? Oh, je sais plus. Ah, je sais plus. C'est une équipe de NFC West. C'était en semaine 4. Tout à l'heure, tu as dit que c'était en semaine 2, c'était en semaine 4. Ah, les Raiders. Non. C'est pas la NFC. Tu l'as lu? Non, j'ai pas lu. Mais j'allais dire les Cowboys. Pour Non. la vanne, mais c'est pas ça. Il y a plusieurs équipes à Los Angeles, mais du coup, Los Angeles. Ah, les Rams. Les Rams, ouais. Les Rams, ouais. un point pour Nils. On va l'accorder, même Ah s'il est un peu Oui, frauduleux. c'est vrai, un peu frauduleux. Mais 2 points pour Naël, 1 Ah, point ouais. pour Nils. On va aller sur la dernière question. Baseball, du coup. Ouf. L'équipe de baseball la plus titrée de l'histoire, c'est Yankees. les Yankees de New York. Et, J'ai un point. non. Mais combien de titres ont-ils remporté depuis la création de la ligue? C'était en 1903. Donc il y a eu il y a eu 120 saisons. 43. 43. Oh, il y a 37. Ok. 23, je dirais. Je vais dire 21, mais ça me paraît peu. T'as dit 21. 23, t'es le plus proche parce que la vraie réponse c'est 27 en 41 participations. Donc ils ont fait 41 finales en 120 ans. Celui qui est derrière c'est 8. Je pensais que tu parlais des C'est finales. les Dodgers pour les deuxièmes. Ouais. Oui, les deuxièmes avec C'est les 8 Dodgers. victoires, ouais, c'est 8, ça. c'est les Dodgers. Ouais. Donc 27 en tout et 8, c'est une domination écrasante. Et du coup maintenant on va passer au qui suis-je, un joueur de NFL comme je l'ai dit tout à l'heure. Et on va commencer tout de suite. Donc titulaire en NFL, je suis considéré comme l'un des quarterbacks les plus prometteurs de ma génération. Véritable espoir américain, on me voit déjà comme l'un des futurs visages de la ligue. Mais commençons par le commencement. Je suis né à Huntersville en 2002 dans l'état de Caroline du Nord. Très jeune, je tombe amoureux du football américain, un sport que déjà ancré dans ma famille. Mon père a lui aussi porté les couleurs de North Carolina. C'est dur. C'est donc naturellement que je Jackson rejoins. Dart. Non. C'est donc naturellement que je rejoins la même université où je deviens rapidement le leader offensif de l'équipe. En 2022, je me révèle aux yeux du pays et après 2 saisons impressionnantes en NCAA, vient le grand jour, la draft NFL 2024. Je suis choisi en 3e position par les New Il est England nul. Patriots. Ah, Drake May. Ouais, je sais plus Tu l'as son nom. Drake May, ok. Bah oui. Donc bah ça oui. fait 2 égalité. Ça fait égalité, mais je vais donner la victoire. On donne la victoire à Naël ou pas? 2-2. Mais le qui suit, Il a c'est pas, 2 points. il a qu'un point. lui. C'est 2 points, c'est 2 points. Oh la Mais- fraude. Mais Naël Oh la Naël a été fraude. très rapide. Naël a été très Naël a rapide. été très En rapide. plus, en soi, c'est parce que j'avais plus le nom, parce que dès le début, je voulais dire le quarterback des Pats. Donc, moi je dis qu'on fait gagner Naël. Ouais, on fait gagner Ouais, Naël. On gagnera d'autres, Nolan, je pense. Oui. Donc, score final 2-2. Bravo les gars, vous avez gagné. Naël un peu plus. 1. Camille. Tu feras un master quiz parce que j'ai gagné la première Ouais. fois. Ah non, mais tu. Non, mais tu seras pas invité. T'as gagné de manière frauduleuse. Euh, de l'émission. On est pile à l'heure. On Et peut voilà. faire une rapide promotion. Suivez-nous sur nos réseaux sociaux, la nuit NBA, la nuit NFL et la nuit NHL. Instagram et TikTok. Instagram et TikTok, bien sûr. Pour les finales de MLB, on va suivre ça. Il y a 2-2. C'est dans les prochains jours, ça va se décider. Sinon, à vous, je vous dis merci d'avoir regardé l'émission. Merci à Luc en régie. Merci à tout le monde dans le studio. Merci Jules. Merci à vous, quatre, pour vos chroniques. Et à dans 2 semaines, on sera le. Je sais pas quel jour. On sera le 12. Le 12 novembre. Ah, Le 12 novembre. Ah. Et demain, soirée l'info à 18h. C'est le jeudi.
un plateau de B3 avec Jules Stéphane en présentateur, un très bon présentateur. À dans 2 semaines. Ça dépend.